Salut, c'est McGuffin. Après 1000 ans de captivité, ce troll se réveille en Norvège et commence à semer la terreur en ville. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Troll. Dans les montagnes de Romsdalen en Norvège, Tobias emmène sa fille Nora voir les pics de trolls. Le conte de fées raconte que 13 trolls se sont un jour réunis ici pour un mariage, mais qu'ils étaient tellement ivres qu'ils ont perdu la notion du temps et sont devenus des montagnes. Nora pense qu'elle est trop vieille pour les contes de fées maintenant, ce qui fait de la peine à Tobias, qui lui rappelle qu'il faut croire en quelque chose pour pouvoir le voir. 20 ans plus tard, sur la côte atlantique du nord-ouest de la Norvège, Nora est archéologue et participe à une expédition de fouilles avec son équipe. La plupart d'entre eux sont prêts à abandonner parce qu'ils n'ont rien trouvé en 6 mois et qu'ils n'ont presque plus de sous. Mais Nora est têtue et continue. Sa persévérance porte ses fruits et elle finit par trouver un crâne de dinosaure pour lequel l'équipe organise une fête. Pendant ce temps, dans les montagnes de Dovre, un groupe de construction travaille à la construction d'une nouvelle voie ferrée en creusant à travers les montagnes. Les militants qui s'opposent à une telle destruction de la nature ont attiré l'attention sur ce problème, mais leur présence est ignorée. Lorsque les explosifs sont enfin activés pour creuser dans le tunnel, quelque chose au plus profond des montagnes gronde et provoque un effondrement, piégeant certains ouvriers sous les roches. Cet incident et l'activité sismique qu'il a provoqué sont immédiatement détectés par les forces armées norvégiennes, qui envoient un avion de reconnaissance pour enquêter. Sigrid est chargée de gérer les caméras à bord de ces avions et monte rapidement une série de vidéos qu'elle montre à ses supérieurs, qui décide que c'est assez important pour alerter la première ministre Berit. Sur le chemin de la base, Berit est informé de tous les dégâts causés par des forces inconnues et on lui montre des images qui, selon Andrea, le conseiller de Berit, ressemblent à des empreintes de pas. Berit trouve cela amusant mais irréaliste et confie à Andrea 2 missions. Tenir la presse à l'écart de cette information et trouver des experts scientifiques qui pourraient les aider à résoudre ce problème. Quelques instants plus tard, un hélicoptère vient chercher Nora au milieu de sa fête, lui demandant de venir pour une affaire de sécurité nationale. Andrea accueille Nora à la base et l'emmène à une réunion secrète où Berit, les principaux chefs militaires et quelques autres scientifiques discutent des raisons possibles de l'incident dans les montagnes. Lorsque Nora se présente comme une paléontologue, elle n'est pas prise très au sérieux car les dinosaures sont éteints. Ils ne peuvent donc pas être à l'origine de cette situation. Bien que l'équipe ne rejette pas encore la possibilité d'une attaque militaire d'un autre pays, les rapports semblent jusqu'à présent favoriser la théorie d'une cause géologique. Des images apparaissent sur l'écran montrant un cratère et des marques dans le paysage, ce qui incite les scientifiques à lancer des théories comme des gouffres ou des poches de gaz souterraines. Nora les interrompt pour leur faire remarquer que ces cratères sont clairement des empreintes de pas. Mais une fois encore, elle n'est pas prise au sérieux, car des empreintes de pas signifieraient des monstres, ce qui semble être totalement impossible. Sigrid nous interrompt tout à coup. Elle a piraté le téléphone d'un des militants et a trouvé des images en direct de l'incident. La destruction est assez dérangeante à regarder, mais avant que les autres puissent retourner à leur théorie sur le gaz, Nora oblige Sigrid à repasser la vidéo, plus lentement cette fois. On entend clairement un rugissement en arrière-plan, semblable à celui d'un animal. Et dans l'ombre, parmi les rochers qui tombent, on aperçoit une forme humanoïde énorme et mystérieuse. Pendant ce temps, Alessia, un vieux couple marié, se demande ce qui arrive à leur chien, qui n'arrête pas d'aboyer. Soudain, toute la maison se met à trembler et le couple court se cacher dans la cave avant que tout ne s'écroule et que l'électricité ne soit coupée. Une fois que les secousses ont cessé, le couple sort et trouve sa maison un peu modernisée. Mais au moins le chien, lui, est sain et sauf. De retour à la base, les dirigeants refusent toujours de croire que les empreintes ont pu être laissées par une sorte de créature géante. Et Nora leur fait remarquer que, quoi qu'il en soit, ils doivent trouver des solutions au lieu de rester assis à discuter inutilement pendant des heures. Berit est impressionné par son attitude et fait de Nora la conseillère scientifique officielle. Puis on lui demande d'aller avec Andrea Alessia pour être au plus proche de la situation. Dans l'hélicoptère, Andrea demande à Nora comment elle est devenue paléontologue. Nora lui raconte qu'elle aime la nature depuis son enfance et que son amour des contes de fées s'est transformé en désir de rechercher les vrais monstres sous terre. Sa mère est morte quand elle avait 10 ans et son père était un professeur de mythologie et de folklore.
Mais plus il vieillissait, moins il pouvait distinguer la réalité de la fiction. C'est pourquoi Nora n'a pas vu Tobias depuis des années. Andreas confie qu'il veut être écrivain et s'enthousiasme pour la possibilité que cet incident ait des causes surnaturelles. Mais Nora l'interrompt lorsqu'ils arrivent à destination, choqués par les dégâts causés au paysage. Les militaires sécurisent déjà la zone et ils sont accueillis par le capitaine Christopher, qui leur montre les traces qui viennent de l'autre côté de la rivière et dans la vallée. Puis font 3 kilomètres vers le sud des montagnes avant de s'arrêter. Les soldats ont fait un repérage complet de la zone, mais ils n'ont pas trouvé d'autres indices. Nora pose quelques questions au vieux couple, mais ils n'ont pas pu voir grand-chose car une silhouette géante en mouvement bloquait le soleil. Ils ont cependant entendu quelque chose, un hurlement fort qui ressemblait à une mélodie très triste. Par la suite, Nora examine de plus près les dégâts et remarque une odeur très étrange et forte qu'elle décide d'appeler Hypernature. Elle utilise également une lumière UV pour rechercher des traces biologiques, mais elle ne trouve rien d'autre que de la terre et des pierres. Nora demande ensuite à être conduite à l'endroit où les traces s'arrêtent soudainement. Mais le scanner thermique ne montre aucun signe de vie, seulement des montagnes. Comme cette créature est trop grosse pour se cacher ou disparaître, Nora se demande si elle est capable de se camoufler. Elle commence à échafauder quelques théories, mais elle n'est toujours pas sûre. Alors elle emmène Christopher et Andreas voir Tobias, qui sort une arme à feu lorsqu'il voit des étrangers et un soldat armé sur sa propriété. Après que Nora lui ait fait comprendre qu'il s'agit de sa fille qu'il n'a pas vue depuis des années, Tobias accepte de les laisser rentrer, même s'il doit d'abord mettre un pantalon. La maison de Tobias est remplie de trombones et de recherches qui témoignent de son obsession à trouver une créature mythique appelée troll. Nora l'empêche de parler de toutes ses théories sur l'existence des trolls devant les autres et lui demande de se concentrer sur les images qu'elle lui montre, expliquant qu'elle pense qu'il pourrait les aider grâce à son ancien travail. Après tout, personne ne connaît ces montagnes mieux que lui. Cependant, Tobias pense que ces images prouvent que sa théorie des trolls est réelle. Et lorsque Nora fait remarquer que les scientifiques auraient déjà trouvé de l'ADN de trolls s'ils existaient vraiment, Tobias lui rappelle que la christianisation de la Norvège a fait disparaître toutes les créatures mythiques et que, lorsqu'il était sur le point de tout révéler, Tobias a été envoyé à l'asile de fous. Il pense que les responsables ont toujours su et que les contes de fées ont été écrits pour faire passer les trolls pour des êtres maléfiques et stupides, alors qu'ils sont en fait plutôt intelligents. Nora n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, mais Tobias est trop excité et rejoint l'équipe pour continuer l'enquête. Lorsqu'ils arrivent sur la zone où les traces s'arrêtent, Tobias remarque immédiatement que la topographie n'est pas du tout la même et ne correspond pas aux cartes. Il fait également remarquer que c'est comme s'il partait à nouveau à l'aventure avec sa fille. Mais Nora ne veut pas que ce soit une sorte de réconciliation. Soudain, une odeur d'hypernature leur vient au nez et le ciel s'assombrit alors que la montagne derrière eux ouvre un œil. Il s'avère que le père et la fille avaient raison. La créature est en fait un troll et sa capacité de camouflage lui a permis de prétendre faire partie de la montagne, expliquant pourquoi la topographie était erronée. Le troll se lève, montrant son corps puissant et rugissant sur eux. Alors l'équipe court vers l'hélicoptère pour s'enfuir. Ils parviennent néanmoins à le filmer. Et lorsque la base reçoit la transmission, ils ne peuvent plus nier la vérité. Christopher emmène le groupe dans son camp militaire afin d'appeler la base pour les informer de ce qu'ils ont appris. Nora continue à utiliser les mots créatures inconnues pour ne pas avoir l'air folle. Mais Tobias l'interrompt pour dire à tout le monde que c'est un troll qui a été dérangé par la construction dans les montagnes, qu'il considère comme une moquerie de la nature. Les dirigeants le considèrent comme un fou et le mettent à la porte. Mais lorsque Nora demande plus de temps, elle n'est pas entendue non plus. Ils s'inquiètent pour la sécurité de leur pays et préparent donc une opération militaire. Par la suite, Nora est furieuse contre son père d'avoir tout gâché et veut partir, mais Tobias la fait changer d'avis lorsqu'il lui explique que ce n'est pas un conte de fées et que ce n'est pas un troll qui sera simplement repoussé par les armes et la lumière du soleil. Le troll s'est réveillé seul et il est effrayé. Donc les armes le rendront encore plus furieux et il se défendra sans hésitation. Nora pense qu'il a raison et reste. Maintenant, il s'agit juste de convaincre Christopher de les emmener avec lui. Il refuse d'abord, mais après avoir été supplié par Nora, il accepte de cacher le trio dans son hélicoptère à condition qu'il promette de suivre ses ordres. La nuit est tombée sur Edal, et c'est le début de l'opération militaire.
Alors qu'ils attendent l'apparition du troll, Tobias et Nora se souviennent des vieux contes de fées qu'ils partageaient lors de leurs aventures. Et tous deux se réconcilient enfin. Le troll apparaît un moment plus tard, mais quand il s'approche suffisamment, il cesse de bouger. Et Tobias est sûr que la créature sait qu'ils sont là. Les soldats ouvrent le feu sur le troll en ignorant les avertissements de Tobias qui disaient que cela ne ferait que le mettre en colère. Mais les balles et les explosions ne font rien et ne font que le pousser à attaquer en retour, comme Tobias l'avait prédit. Tout le monde commence à fuir alors que le troll détruit tout sur son passage, y compris les caméras qui transmettaient l'opération à la base principale. L'équipe se cache derrière un arbre avec un soldat blessé, et lorsqu'ils sont sur le point de s'éloigner, le troll se baisse et attrape le soldat pour le manger. Tobias explique que le troll a probablement senti le sang des blessures du soldat. Nora, Andreas et Christopher veulent s'enfuir, mais Tobias décide d'approcher le troll et de tenter une approche amicale. À la surprise générale, le troll s'arrête de bouger et répond aux paroles de Tobias par des gémissements paisibles. Mais malheureusement, tous les soldats n'ont pas compris le message. Un camion ouvre à nouveau le feu sur le troll et lorsque la créature se retourne pour contre-attaquer, elle touche accidentellement Tobias. Alors que le troll s'éloigne, Nora se précipite aux côtés de son père et Tobias marmonne les mots « palais »,« roi »,« maison », demandant à sa fille de continuer d'avoir la foi avant de mourir. Lorsqu'il retourne à la base, Nora s'occupe à examiner les recherches de Tobias pour oublier la douleur et chercher une solution. Quand Andreas et Christopher viennent la voir, ils l'informent qu'ils ont perdu de vue le troll pour l'instant, mais que l'armée se prépare à une attaque aérienne. Nora pense que cette attaque aura le même résultat que la première, ce qui signifie qu'ils doivent trouver une autre solution plus vite. Les contes de fées disent que les trolls n'aiment pas la lumière du soleil, mais ils ont vu celui-ci sortir à la lumière du jour. L'autre indice, c'est le fait que Tobias leur avait expliqué que les trolls ont été détruits par la christianisation de la Norvège, ce qui donne une idée à Nora. Il contacte Berit et les autres pour leur expliquer que les histoires disent que les trolls avaient l'habitude de jeter des rochers sur les églises quand ils entendaient les cloches, ce qui signifie que les cloches sont ce qu'ils doivent utiliser. Les dirigeants pensent que c'est ridicule et Christopher doit intervenir pour leur rappeler que rien n'a fonctionné jusqu'à présent et qu'ils ont besoin d'alternatives. Et Berit leur donne à contre-cœur la permission de poursuivre le plan. Le troll réapparaît quelques instants plus tard, se rapprochant du parc familial Anderfossen et provoquant une panique massive parmi la foule. Alors que tout le monde commence à s'enfuir, à l'exception d'une petite fille qui veut observer la créature, Christopher et Nora apparaissent dans un hélicoptère, en guidant plusieurs autres qui portent des cloches géantes. Ils entourent le troll et font sonner leurs cloches, et Nora a raison, le sang fait mal aux oreilles du troll. Mais le troll n'hésite pas non plus à attaquer pour se défendre, frappant les hélicoptères et les faisant s'écraser. Lorsque l'un d'entre eux est sur le point de tomber sur la petite fille, le troll saisit étonnamment l'hélicoptère pour la sauver avant de s'éloigner. Comme cela s'est produit dans un lieu public avec beaucoup de gens, le monde entier est maintenant au courant de l'existence du troll et du fait qu'il se dirige vers la capitale. Les journaux télévisés de tous les pays couvrent l'incident et les séquences enregistrées par téléphone deviennent virales sur les réseaux sociaux. Lorsque l'équipe retourne à la base, Berit, furieuse, ignore Nora lorsqu'elle lui fait remarquer que les cloches ont fonctionné et qu'elle devrait donc réessayer sous un angle différent. Puis elle la vire de la base. En sortant, Nora tombe sur Christopher, qui lui avoue qu'il pense que Berit fait une erreur et qu'il sera là pour Nora si jamais elle a besoin de quelque chose. Dans la salle de conférence, les chefs militaires parlent à Berit de certains missiles dangereux qui n'ont pas encore été officiellement approuvés. Elle semble être énervée parce qu'elle n'était pas au courant et Andreas fait remarquer que de telles armes ne devraient même pas être envisagées. Mais cela ne lui vaut que d'être expulsé de la pièce. Voyant qu'il ne sera pas pris au sérieux, il décide d'abandonner et de rejoindre Nora sur son lieu d'attente, lui disant de se préparer car ils évacuent la ville. Quelques instants plus tard, Berit apparaît à la télévision pour annoncer officiellement l'état d'urgence et demander à tous les citoyens de collaborer pendant que les soldats prennent le relais pour préparer la prochaine opération et les aider à évacuer sans problème. Nora et Andreas sont dans la même voiture et sont bloqués dans les embouteillages. Elle en profite pour continuer à regarder les recherches de Tobias. Les pages ne cessent de mentionner Sinding et quelque chose à propos d'un gardien, ce qui amène Andreas à dire qu'il pourrait s'agir de Rikard Sinding, le seigneur chambellan du palais royal.
Nora se souvient soudain que Tobias a mentionné roi, palais, maison avant sa mort, et en conclut qu'ils doivent se rendre au palais royal. Andreas les y conduit et ils sont arrêtés par les gardes à la porte, mais Sinding vient immédiatement les laisser rentrer car il s'attendait à ce que Tobias ou quelqu'un de sa famille se présente tôt ou tard. Sinding explique qu'il respectait Tobias, même si celui-ci le détestait, et que son entêtement lui a permis d'être l'une des rares personnes à découvrir le secret sous le palais. Il était une fois considéré comme portant bonheur de construire un palais sur la maison d'un autre roi. Et il s'avère que ce palais particulier a été construit là où le roi des trolls vivait. Nora et Andreas sont conduits dans un tunnel rempli d'ossements de trolls alors que Sinding explique que la christianisation de la Norvège a tué tous ceux qui allaient à l'encontre de leur foi. Ils ont tendu une embuscade à la famille royale des trolls et n'ont épargné qu'un seul bébé pour attirer le roi dans la montagne. Là, ils l'ont enfermé dans une caverne et l'ont laissé pour mort. 12 ans plus tôt, Tobias a découvert tout ça et Sinding l'a envoyé à l'asile de fous pour garder le secret. Il culpabilise à cause de ça, mais avoue que c'était la meilleure chose à faire, ce qui rend Nora furieuse. Mais ce n'est pas le moment de se disputer. Nora réalise que Tobias avait raison. Le roi des trolls revient au palais et ils doivent l'arrêter. En regardant autour des eaux, Nora remarque que sa lumière UV les endommage. Ce qui signifie que les histoires avaient raison sur la lumière du soleil après tout. Ils ont vu le troll en plein jour, mais pas sous la lumière directe du soleil à cause des nuages et des montagnes. Andreas fait remarquer qu'ils ne peuvent pas contrôler le soleil, mais Nora a un plan et appelle Christopher pour obtenir son aide. Il installera un piège spécial pendant que Nora et Andreas y attireront le troll. Entre-temps, le troll est arrivé dans la ville et, une fois de plus, les attaques militaires n'y font rien. Berit approuve donc l'utilisation des missiles. Sigrid remarque que les dirigeants se préparent à lancer ces missiles et appelle Andreas pour le prévenir. Ce qui signifie qu'ils doivent trouver un moyen de gagner du temps. Andreas demande à Sigrid d'essayer de pirater le système de l'armée pour arrêter le lancement tandis que Christopher fait sonner le système d'alarme dans toute la ville. Ce qui amène tous ses amis soldats à se rendre sur place pour l'aider avec le piège. Sinding aide aussi en demandant aux gardes de mettre un des crânes du troll sur le plus grand camion qu'ils ont, que Nora et Andreas conduiront dans la ville pour attirer le troll loin du palais. Cela prend quelques essais à Sigrid pour entrer dans le système, mais une fois qu'elle y est, elle arrête immédiatement les missiles, donnant à Nora et Andreas le temps nécessaire. Lorsque le troll s'approche, ils finissent par révéler le crâne à l'arrière de la voiture, ce qui pousse le troll à rugir de colère et à les poursuivre comme prévu. Nora appelle Christopher pour lui dire qu'ils sont en route, ce qui l'incite à faire un discours de motivation à ses soldats afin qu'ils restent courageux. Lorsque le monstre apparaîtra enfin. Après avoir conduit comme des fous dans les rues d'Oslo, Nora et Andreas atteignent l'autoroute, mais perdent accidentellement le crâne au passage. Le troll s'arrête de courir pour le ramasser, laissant échapper un douloureux gémissement de deuil pour ses enfants avant de remarquer son reflet sur un bâtiment. Lorsqu'il essaie de toucher le verre, celui-ci se brise et le bruit soudain de l'éclatement fait sursauter le troll, qui laisse alors tomber accidentellement le crâne, qui se brise en 1000 morceaux. Furieux, le troll rugit de douleur, faisant sentir à Nora combien il est triste d'être le dernier de son espèce. La créature s'en prend à eux pour se venger et Nora revient à son plan initial, qui consistait à s'enfuir en voiture en évitant du mieux qu'elle pouvait les destructions causées par le troll. À la base, le piratage de Sigrid est découvert et son ordinateur lui est retiré pour qu'il puisse redémarrer le système. Quelques secondes plus tard, Nora et Andreas arrivent à la zone où se trouve le piège. Ils sautent donc de la voiture pour finir d'attirer le troll au centre, au moment où il marche sur le véhicule. Le troll essaie ensuite de marcher sur Nora, mais à ce moment-là, les soldats activent des dizaines de lampes UV qui entourent la créature et commencent à la brûler. L'avion avec les missiles se rapproche également, mais le pilote hésite lorsqu'il voit des civils sur place. Une dispute commence à la base pour savoir s'ils doivent annuler ou non, inspirant Sigrid à frapper l'idiot qui ne se soucie pas de ses citoyens. Et l'opération est effectivement annulée. Berit et les autres personnes de la base regardent le troll lentement mourir sur leurs écrans. Et les soldats de Christopher célèbrent déjà la victoire. Cependant, Nora ne supporte pas d'entendre et de voir une vie souffrir de la sorte et coupe le courant pour le sauver. Les soldats s'apprêtent à tirer, mais Nora les arrête également avant d'approcher le troll de la même manière que son père.
lui demandant gentiment de retourner en sécurité dans les montagnes. Le troll la regarde fixement, considérant ces mots, mais avant qu'il ne puisse réagir, le soleil se lève et brûle le troll jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des décombres. Alors que tout le monde se réjouit de sa victoire, Andreas plaisante sur le nom qu'il devrait donner à ce nouveau monument. Et Nora décide que ce sera le Rocher Tobias. Lorsque Berit arrive un peu plus tard, elle remercie Nora pour son travail. Andreas rappelle au Premier ministre qu'il a démissionné et annonce qu'il sera écrivain. Puis lorsqu'il s'éloigne avec Nora, il se demande si d'autres créatures ne se cachent pas à Dovre. Pendant ce temps, au fond des montagnes, quelque chose commence à bouger sous un tas de rochers. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.